Il entra dans le magasin de jouets avec juste assez d'argent pour acheter un petit cadeau, le dernier de ses économies. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la femme derrière le comptoir était propriétaire de tout ce qui se trouvait dans le magasin. Et elle ne regardait pas simplement un client. Elle regardait un homme qui lui rappelait à quoi ressemblait vraiment l'amour. Avant de commencer, cliquez sur le bouton « S'abonner » et laissez un commentaire. Où vous trouvez-vous actuellement? La pluie avait commencé à tomber avant le lever du soleil, tapotant sur les fenêtres du petit appartement du 2e étage comme un doux avertissement. Mason se tenait devant l'évier de la cuisine, fixant le fond d'une tasse fêlée comme si elle pouvait lui apporter des réponses. C'était l'anniversaire de sa fille. Il lui restait 562 € à son nom. Derrière lui, le réfrigérateur ronronnait, à moitié vide, et clignotait au-dessus de 2 œufs, d'un demi-carton de lait et d'une carte d'anniversaire que Laïa lui avait faite l'année dernière, découpée dans du papier d'imprimante et griffonnée au crayon. Elle ne savait pas encore. Elle ne savait pas qu'il avait vendu sa montre la semaine dernière. Elle ne savait pas que la dernière enveloppe de la compagnie d'électricité était rouge. Elle ne savait pas que le seul cadeau qu'elle pourrait recevoir cette année serait ce qu'il trouverait en solde, s'il trouvait quelque chose. La voix de Laïa résonna dans le couloir, joyeuse et innocente. « Papa, on va quand même au magasin aujourd'hui ?» Il se retourna, esquissant un sourire forcé, tout en s'essuyant les mains sur un torchon. « Bien sûr, ma chérie. Tu as prévu quelque chose de spécial pour ma petite fille qui fête son anniversaire ?» Elle courut se jeter dans ses bras avec toute la joie d'une enfant de 7 ans et pendant un instant, Mason put faire comme si le monde ne s'écroulait pas. Ils s'emmitouflèrent, la pluie trempant sa veste usée avant même qu'il n'atteigne la voiture. La portière côté passager grinça lorsqu'il l'ouvrit pour elle. La berline toussa avant de démarrer. Chaque bruit, chaque voyant d'alerte sur le tableau de bord lui rappelait que le temps était compté et qu'il n'avait déjà plus d'argent. Ils roulèrent en silence pendant un moment, passant devant des vitrines illuminées qui faisaient la promotion de choses qu'ils ne pouvaient pas s'offrir. Des vélos rutilants, des téléphones flambant neufs, des étalages clinquants de jouets scintillants. Il voyait les yeux de Laïa s'illuminer à chaque fois, et cela le brisait d'une manière qu'il ne pouvait pas montrer. Alors qu'il tournait dans un quartier plus calme de la ville, Mason repéra quelque chose. Un vieux magasin de jouets avec une enseigne défraîchie et une lumière jaune et chaleureuse qui se déversait par les fenêtres. Il ne l'avait jamais remarqué auparavant. Il semblait intact, comme s'il n'appartenait pas à ce siècle, mais quelque chose en lui l'attirait. Il se gara, ses mains tremblaient. « C'est celui-là », murmura-t-il, plus à lui-même qu'à elle. La clochette au-dessus de la porte tinta doucement lorsqu'ils entrèrent, et la chaleur de la petite boutique les enveloppa comme une couverture. Mason expira lentement. Pour la première fois de la matinée, le monde cessa de bourdonner dans ses oreilles. L'odeur du vieux bois, du polish au citron et d'un parfum légèrement sucré flottait dans l'air. Les étagères étaient remplies de jouets qui ne portaient pas de marque connue, juste des animaux fabriqués à la main, des puzzles, des trains en bois peint. On aurait dit un endroit construit sur des souvenirs et non sur le marketing. Les yeux de Laïa s'écarquillèrent. Elle se déplaçait prudemment dans les allées, comme si les jouets pouvaient disparaître si elle les touchait trop vite. Mason la suivait, ses doigts effleurant une étagère de petites figurines, son esprit calculant. Il ne pouvait pas dépenser plus de 5 €. Pas 6, pas 5,50. 5 €, c'était l'argent de l'essence pour demain. C'était des œufs et une miche de pain. Mais aujourd'hui, c'était son anniversaire. Derrière le comptoir se tenait une femme, peut-être au début de la trentaine, avec des cheveux bruns soyeux attachés lâchement dans la nuque. Elle ne portait ni badge nominatif, ni sourire commercial, juste une curiosité tranquille tandis qu'elle les observait de loin. Ses vêtements étaient simples mais élégants. Elle ressemblait à quelqu'un qui n'avait aucune raison de travailler dans un endroit comme celui-ci. Laïa laissa échapper un cri de surprise. Sur l'étagère la plus haute, dans le coin, se trouvait un ours en peluche, à la fourrure douce et crème, avec un ruban bleu marine autour du cou et des yeux cousus avec du fil, et non en plastique. « Papa » murmura-t-elle. « Celui-là, c'est celui-là. » Le cœur de Mason se serra lorsqu'il s'approcha et vit l'étiquette. 12 gottes à 45 €. Il s'accroupit à côté de Laïa et lui sourit doucement, la voix tendue. « Continuons à chercher, ma chérie. Il y a peut-être quelque chose d'aussi spécial sur l'étagère du dessous. Mais j'aime celui-là, » dit-elle en s'agrippant à son bras. Il sourit comme maman le faisait. Ces mots le frappèrent comme un coup de poing dans les côtes. Mason ferma les yeux un instant pour se ressaisir. L'ours avait effectivement un sourire bienveillant, un sourire qu'il n'avait pas vu depuis des mois.
Un sourire dont sa fille se souvenait trop bien pour son âge. Derrière eux, la femme derrière le comptoir fit discrètement un pas en avant, les yeux fixés sur Mason, observant la façon dont ses épaules s'affaissaient, la façon dont il essayait de cacher la douleur dans sa poitrine. Elle ne dit rien, mais quelque chose dans son expression changea. Mason tenait l'ours en peluche dans ses mains, l'étiquette pendante comme une provocation. 12,95 €. Il baissa les yeux vers le visage de Laïa, rouge d'excitation, puis regarda à nouveau le petit paquet de fourrure. Ce n'était pas seulement un jouet. Pas pour elle, peut-être pas pour lui non plus, mais les chiffres ne mentaient pas. Il n'avait assez d'argent que pour un jouet à moins de 5 €, et peut-être un en-cas sur le chemin du retour si la voiture ne tombait pas en panne sur l'autoroute. Il retourna l'ours une dernière fois et le reposa doucement sur l'étagère. « Continuons à chercher », dit-il doucement, mais sa voix était cassée. Le visage de Laïa s'assombrit. Elle ne pleura pas, elle ne se plaignit pas, mais ses yeux, ses grands yeux intelligents, s'assombrirent juste assez pour lui briser le cœur, déjà fragile. Claire observait depuis derrière le comptoir, les mains posées sur la vitrine, comme si elle pouvait stabiliser l'instant grâce à son propre poids. Elle avait déjà vu cette scène dans son magasin. Les sacrifices silencieux, les épaules abattues. Mais quelque chose chez cet homme était différent. La façon dont il s'agenouillait pour se mettre à la hauteur de sa fille, la façon dont il essayait de sourire malgré la tempête. Il ne portait pas sa fierté comme une armure. Il la portait comme un manteau usé, prêt à se déchirer au moindre coup de vent. « Excusez-moi », dit-elle doucement en contournant le comptoir. Sa voix était calme, prudente, comme si elle s'approchait d'un animal blessé. Mason se retourna, surpris. « Cet ours », dit-elle en montrant l'étagère. « Je viens de réaliser qu'il fait partie d'une ancienne collection. Il a été mal étiqueté. » Elle tendit la main et retira délicatement l'étiquette de prix. Ses mains bougeaient avec une aisance acquise par l'habitude, mais sa voix vacilla légèrement. « Il coûte en fait 4,99 €. Mason cligna des yeux. « Pardon ?» Elle haussa légèrement les épaules. « Ça arrive plus souvent que vous ne le pensez. » Il la regarda, ne sachant pas s'il devait la croire, s'il s'agissait de pitié ou d'une politique commerciale. Mais Laïa rayonnait déjà, serrant l'ours contre sa poitrine comme s'il était en or. Il ne voulait pas gâcher ce moment. « Je le prends », dit-il en sortant son portefeuille et en comptant les billets. Un billet froissé à la fois. Claire acquiesça en le regardant. Plus que de l'argent. Il ne le savait pas, mais au moment où il lui tendit son dernier euro, il donna plus que son argent. Il donna une partie de son histoire, et elle avait bien l'intention de découvrir le reste. Le ticket de caisse s'imprima lentement, le bourdonnement de la machine presque plus fort qu'il n'aurait dû l'être dans le silence qui suivit. Mason plia le ticket et le glissa dans son portefeuille, même s'il ne restait plus rien dedans. Pas un euro, pas une pièce, juste une légère odeur de cuir et les bords usés des espoirs d'un homme autrefois fier. Laïa serra l'ours en peluche contre elle, les joues pressées contre sa fourrure, ses petits doigts agrippés au ruban bleu comme si elle tenait quelque chose de sacré. Mason garda les yeux fixés sur elle, en partie pour éviter de regarder la femme derrière le comptoir, en partie parce que cela lui faisait moins mal ainsi. « Merci », dit-il en se tournant enfin vers Claire. Sa voix était rauque, plus calme qu'auparavant. Il ne savait pas vraiment pourquoi il la remerciait. Pour l'ours, pour la réduction, pour avoir eu la gentillesse de faire comme si ce n'était pas de la charité. Claire sourit, timidement, presque gênée. Je suis contente qu'elle ait trouvé quelque chose qu'elle aime. Il y avait cependant quelque chose dans son ton, quelque chose de non dit. Pas de la pitié, pas exactement. Mason avait déjà ressenti de la pitié. On la lui avait témoigné dans des halls d'entrée, dans des salles d'attente, dans des regards qui s'attardaient trop longtemps lorsque les gens voyaient son annulaire qui portait encore l'empreinte d'une alliance disparue depuis 3 ans. C'était différent. Elle le regardait comme si elle le voyait, lui, et non ce qui lui manquait. Laïa tira sur sa manche. « On peut aller montrer à Monsieur Harvey ? Il me demande toujours ce que j'ai reçu pour mon anniversaire. » Mason lui sourit. « Bien sûr, allons-y. » Il ouvrit la porte, et le carillon au-dessus retentit à nouveau tandis que l'air froid s'engouffrait à nouveau dans la pièce. Claire les regarda partir, les mains crispées sur le comptoir. Elle observa la façon dont Mason ajusta son manteau pour envelopper Laïa, la façon dont il se pencha pour protéger sa tête de la pluie avec son bras. Un geste simple, mais qui en disait long. Elle aurait dû détourner le regard. C'est ce qu'elle faisait d'habitude, mais elle ne le fit pas. Elle les regarda jusqu'à ce qu'ils aient disparu, jusqu'à ce que le reflet dans la vitrine ne soit plus que son propre visage qui la regardait. Et pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer, quelque chose en elle remua, quelque chose de silencieux et de douloureux.
Elle prit l'étiquette de prix qu'elle avait retirée de l'ours et la tint dans sa paume. 12,85 €. Elle la plia lentement, la glissa dans sa poche et murmura. Ce n'était pas une erreur. La pluie redoubla lorsqu'ils atteignirent de la voiture. De grosses gouttes brouillaient la vue à travers le pare-brise. Mason attacha Laïa, les doigts tremblants tandis qu'il ajustait sa ceinture de sécurité. Elle ne le remarqua pas. Elle était trop occupée à présenter son nouvel ours au monde, lui chuchotant des histoires à l'oreille comme s'il avait toujours fait partie de sa vie. Il ferma sa portière et se glissa sur le siège conducteur, expirant, alors que le froid s'accrochait à ses vêtements. Le moteur hésita avant de démarrer, toussant comme un fumeur rancunier. Mason serra le volant plus fort, la mâchoire crispée, priant qu'il voulait bien l'écouter pour que la voiture tienne encore un jour. Laïa gloussa depuis le siège arrière. « Papa, dit-elle, il s'appelle Charlie. Il veut venir avec nous à la boutique demain. » Mason esquissa un sourire. Alors Charlie ferait mieux de préparer ses pâtes pour la graisse. Elle rit et, l'espace d'un instant, tout le reste s'effaça. Mais alors qu'il quittait le parking, Mason jeta un coup d'œil dans le rétroviseur vers le petit magasin de jouets. Les vitres brillaient d'une lumière chaleureuse dans la grisaille. Et même s'il ne pouvait pas la voir, il savait que la femme était toujours debout derrière le comptoir. Il pouvait le sentir comme le silence qui suit le départ d'une personne importante. De retour chez eux, leur appartement semblait plus froid que d'habitude. Le radiateur d'appoint dans le coin gémissait faiblement, clignotant avant de s'éteindre. Mason resta là un instant, le fixant du regard, comme si cela pouvait le ramener à la vie. En vain. Il ôta sa veste mouillée et la posa sur une chaise, observant l'eau s'accumuler dessous. Laïa dansait dans le couloir avec son ours en peluche, fredonnant une chanson d'anniversaire inventée. Et tout ce à quoi il pouvait penser, c'était à quel point les murs semblaient fins ce soir-là, à quel point ils étaient sur le point de céder. Il entra dans la salle de bain et ferma doucement la porte derrière lui, s'appuya contre le lavabo, fit couler l'eau, non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que le bruit empêchait ses pensées de résonner trop fort. Il se regarda dans le miroir, un homme qui n'avait plus rien dans son portefeuille. Pas de plan de secours, pas de prochaine étape. Mais sa fille souriait, et cet ours était dans ses bras. Et d'une certaine manière, cela devait suffire pour l'instant. Le matin arriva dans le silence. Pas d'alarme, pas de bruit de vaisselle, juste une douce lumière grise qui se pressait contre les stores, comme si le ciel n'avait pas encore pris sa décision. Mason était déjà réveillé, assise au bord du lit dans une chemise qu'il n'avait pas enlevée. Ses mains enserraient une tasse d'eau tiède. Il n'y avait plus de café depuis 2 jours, mais le rituel lui semblait nécessaire, comme si faire semblant d'avoir une routine matinale normale pouvait lui permettre de tenir le reste de la journée. Dans la pièce voisine, on entendait le bruissement discret des couvertures et un léger bâillement. Laïa se réveillait. Il se redressa, passa une main dans ses cheveux et effaça la fatigue de son visage avant qu'elle n'atteigne ses yeux. Quand elle est sortie, elle serrait toujours l'ours dans ses bras, les cheveux emmêlés par le sommeil, les joues gonflées mais rayonnantes. « Charlie te dit bonjour », dit-elle en levant la patte de l'ours avec une cérémonie enfantine. Mason sourit. « Dis-lui que je le remercie de veiller sur toi. » Elle rayonna, s'affala sur le canapé, les jambes ballottant. « On va au magasin aujourd'hui ?» Mason hésita. Il aurait dû répondre rapidement, mais la vérité était que le magasin n'avait pas vu de clients payants depuis plus d'1 semaine. Le travail sur le radiateur qu'il avait terminé lundi n'était toujours pas payé, et le message vocal du propriétaire de la veille était clair. Si le loyer n'était pas sur son bureau vendredi, les serrures seraient changées. Il acquiesça quand même. « Oui, nous passerons après le petit déjeuner. » Il leur prépara des toasts, secs, sans beurre. Il n'en avait plus. Laïa ne se plaignit pas, elle ne se plaignait jamais. Elle mangea en silence, discutant avec Charlie comme si l'ours était un invité d'honneur. Lorsqu'ils arrivèrent au garage, l'atmosphère semblait plus pesante que d'habitude. L'enseigne rouillée à l'entrée était de travers et se balançait au gré du vent. À l'intérieur, ça sentait l'huile et le métal froid. Le chauffage était encore en panne. Les outils étaient éparpillés là où il les avait laissés, organisés dans un chaos qui n'avait de sens que pour lui. Mason était assis derrière le comptoir, feuilletant un registre en lambeaux, des factures, des noms, des cases vides, sous « payé ». Il ferma le livre, puis leva les yeux juste à temps pour voir une élégante voiture noire ralentir devant le garage. Elle se gara et une silhouette familière en sortit, propre, élégante, légèrement déplacée dans cette partie oubliée de la ville, la femme du magasin de jouets. Elle sortit de la voiture comme si elle n'était pas à sa place et qu'elle le savait. Claire portait un manteau gris clair qui semblait beaucoup trop neuf pour le trottoir taché de rouille qui l'effleurait.
Ses talons claquaient légèrement tandis qu'elle traversait le parking en gravier, s'arrêtant une seule fois pour regarder l'enseigne défraîchie au-dessus du garage. Pendant une seconde, elle a semblé hésiter, comme si elle allait faire demi-tour, mais elle ne l'a pas fait. Elle est entrée directement. La clochette au-dessus de la porte a retenti dans l'espace froid et vide. Mason a levé les yeux de derrière le comptoir, la main toujours posée sur le registre fermé, les yeux légèrement plissés, non pas par suspicion, mais par confusion. Pendant un moment, aucun d'eux n'a dit un mot. « Je ne savais pas si vous vous souviendriez de moi », dit Claire d'une voix douce, avec le même calme tranquille qu'elle avait eu lorsqu'elle avait changé le prix de l'ours. Mason se leva lentement. « Difficile d'oublier quelqu'un qui sauve l'anniversaire de votre fille. » Elle sourit, sincèrement cette fois, pas par politesse. « Je ne savais pas si je devais passer, mais j'étais dans le coin et je me suis dit que ma voiture avait peut-être un problème. » Il jeta un coup d'œil derrière elle, vers la berline de luxe garée dehors. Il pouvait dire rien qu'au ronronnement du moteur qu'elle n'avait aucun problème, mais il ne le lui fit pas remarquer. « Amenez-la derrière », dit-il en s'essuyant les mains sur un vieux chiffon. « Je vais y jeter un œil. » Elle acquiesça et se retourna, la clochette retentissant à nouveau, alors qu'elle disparaissait. Laïa jeta un œil depuis la porte du bureau. « Papa, c'est la dame aux jouets. » Mason esquissa un petit sourire. « Oui, c'est elle. » Claire gara la voiture dans le garage quelques minutes plus tard. Mason souleva le capot avec une aisance acquise par l'habitude, fixant le moteur impeccable tout en faisant semblant de chercher un problème. Il sentit le mensonge avant même de toucher un outil. Il ne s'agissait pas de la voiture. Elle n'avait pas besoin d'un mécanicien. Il travailla néanmoins en silence, passant ses doigts sur les câbles et les tuyaux, gagnant du temps. Claire se tenait à quelques mètres de là, observant non pas le moteur, mais lui. Elle n'était pas là pour une révision. Elle était là pour obtenir des réponses, peut-être celles qu'il n'était pas prêt à donner. Mason se pencha sur le moteur, laissant le silence s'installer entre eux comme de la poussière sur du métal. Il ajusta une pince qui n'avait pas besoin d'être ajustée, juste pour continuer à bouger ses mains. Claire ne dit rien au début. Elle se tenait debout, les bras légèrement croisés sur son manteau, mais ce n'était pas une posture défensive. C'était quelque chose de plus doux, de plus incertain. « Votre fille », dit-elle finalement, sa voix rompant le silence. Elle avait appelé l'ours Charlie. Il acquiesça sans lever les yeux. Il dit qu'il souriait comme sa mère le faisait autrefois. Claire se tut à nouveau. Il sentait son regard posé sur lui. Ce n'était pas un simple coup d'œil, mais un véritable regard. Comme si elle essayait de voir au-delà de sa chemise tachée de graisse et de ses yeux fatigués. Comme si elle rassemblait les pièces d'un puzzle qu'elle ne comprenait pas encore. « Vous n'aviez pas besoin de changer le prix », dit Mason après un moment, en fermant le capot avec un bruit sourd. « J'aurais trouvé une solution. »« Je sais », répondit-elle. « C'est pour ça que je l'ai fait. » Son honnêteté le prit au dépourvu. Il la fixa pendant une seconde, s'essuyant les mains sur le chiffon avec des mouvements lents et délibérés. Elle n'essayait pas de le flatter. Elle n'essayait pas de l'impressionner. Elle était juste là. « Vous ne travaillez pas vraiment comme caissière dans un magasin de jouets, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en inclinant légèrement la tête, observant sa réaction. Claire hésita, le coin de sa bouche esquissant quelque chose entre un sourire narquois et un soupir. « Non », dit-elle, « pas vraiment. » Il hocha la tête une fois, comme si c'était tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Elle s'approcha, ses bottes craquant légèrement sur le béton. « Je peux vous poser une question ?»« Bien sûr. Pourquoi n'avez-vous pas pris l'ours quand tu as vu le prix ? Je veux dire, pourquoi ne pas l'avoir simplement mis sur ta carte ou promis de revenir le payer ?» Mason baissa les yeux et se frotta la nuque. « Parce que je ne fais pas de promesses que je ne peux pas tenir et que j'ai déjà assez de dettes. » Claire l'observa encore un instant. « C'est rare. » Il haussa les épaules. « Peut-être. Ou peut-être que je suis juste fatigué d'avoir des dettes envers les gens. » Elle détourna le regard, comme si ces mots l'avaient touchée plus qu'elle ne l'aurait cru. Mason ne la pressa pas. Ils restèrent un seul là, deux étrangers au milieu d'un garage qui sentait l'huile et les vérités tacites, tous deux prétendant qu'il s'agissait d'une voiture qui n'avait pas besoin d'être réparée. Laïa fit irruption par la porte latérale, Charlie l'ours sous le bras, ses bottes de pluie claquant sur le béton. « Papa, Charlie veut montrer sa danse à la dame du magasin de jouets. » Elle fit une pirouette, puis leva l'ours comme s'il flottait dans les airs. Claire rit d'un rire doux et sincère et s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Laïa. « Eh bien, je pense que Charlie est le meilleur danseur que j'ai jamais vu. » Laïa rayonna, puis regarda tour à tour Claire et Mason. « Vous restez pour déjeuner ? Papa fait des croque-monsieur un peu brûlés sur les bords, mais j'aime bien. » Mason passa une main sur son visage, à moitié gêné, à moitié reconnaissant. « Laïa,
Mais Claire souriait déjà. Des croque-monsieur brûlés. C'est ce que je préfère. Mason haussa un sourcil. Tu es une très mauvaise menteuse. C'est vrai, dit-elle en se relevant. Mais je le pense vraiment si l'offre est sérieuse. Il hésita. L'appartement n'était pas prêt à recevoir des invités. Le réfrigérateur était presque vide. Il n'avait même pas de papier essuie-tout. Mais l'expression sur le visage de Laïa, la façon dont ses doigts se crispaient autour de l'ours dans l'espoir, ne lui laissait pas le choix. Il acquiesça lentement. D'accord, mais je vous préviens, pas de remboursement. De retour à l'appartement, Claire entra et s'arrêta. Elle ne fit aucun commentaire sur le carrelage fissuré dans l'entrée, ni sur le léger bourdonnement du radiateur cassé. Au lieu de cela, elle regarda les dessins collés sur le réfrigérateur, la photo de Laïa en costume de princesse, la paire de bottes boueuses près de la porte, et sourit comme si c'était l'endroit le plus précieux qu'elle ait jamais vu. Mason s'affaira rapidement dans la cuisine, essayant de préparer quelque chose avec presque rien. Du pain, une tranche de fromage, une boîte de soupe qu'il trouva au fond du placard. Claire s'assit avec Laïa à table, écoutant celle-ci lui expliquer en détail la routine du coucher de Charlie. Mason jetait des coups d'œil de temps en temps, s'attendant à ce que Claire feigne l'intérêt, mais ce n'était pas le cas. Elle se pencha, hocha la tête, posa des questions comme si tout cela avait de l'importance. Et peut-être que pour elle, c'était le cas. Quand il servit enfin les sandwichs, avec leurs bords brûlés, elle en prit une bouchée, mâcha pensivement et dit « Parfait. Oh, pour la première fois depuis longtemps, Mason eut l'impression que les choses n'étaient peut-être pas en train de s'effondrer. Peut-être que quelque chose était en train de commencer. Après le déjeuner, la pluie s'adoucit jusqu'à devenir un murmure contre les fenêtres. Le genre de bruine qui donne l'impression que le monde est en pause. Laïa s'était endormie sur le canapé, recroquevillée avec Charlie blotti sous son menton, sa respiration lente et régulière. Mason se tenait près de l'évier de la cuisine, essuyant la dernière assiette avec un torchon usé sur les bords. Claire s'attardait près de la table, ses doigts traçant des cercles sur le bord de sa tasse vide. Aucun d'eux ne parla pendant un moment. C'était le genre de silence qui n'avait pas besoin d'être comblé. Mais finalement, Claire le rompit. « Elle est différente », dit-elle doucement, les yeux fixés sur Laïa. Mason jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « C'est elle qui m'a sauvé, pas l'inverse. » Claire le regarda. « Vraiment ?» Elle le regarda. « C'est évident que tu l'aimes beaucoup. Elle est tout ce que j'ai. » Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix, aucun drame, juste la vérité. Et cela la frappa plus fort qu'elle ne l'avait prévu, car elle réalisa à ce moment-là qu'il y avait des bâtiments entiers remplis de gens qui l'appelaient « Madame » et « Mademoiselle Ashford ». Des gens qui prenaient des commandes et encaissaient des chèques. Et aucun d'entre eux ne dirait jamais quelque chose comme ça à son sujet. « Tu fais tout ça toute seule ?» demanda-t-elle. Mason acquiesça, plia la serviette et la posa sur le comptoir. Oui, depuis que Laïa a 4 ans. Sa mère est décédée soudainement, sans prévenir. Elle était là un jour, et le lendemain, elle était partie. Je suis désolé. Il acquiesça à nouveau, les yeux baissés. Moi aussi. Claire s'approcha, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Est-ce que tu laisses parfois quelqu'un t'aider ? Il laissa échapper un petit soupir, entre un rire et un soupir. L'aide a souvent des conditions, ou de la pitié. Je n'ai l'énergie ni pour l'un ni pour l'autre. Je ne propose ni l'un ni l'autre, dit-elle. Il croisa son regard, cherchant le piège, le motif caché. Mais il n'y en avait pas. Je ne cherche pas quelqu'un pour tout arranger, dit-il lentement. Juste quelqu'un qui ne s'enfuit pas quand les choses ne sont pas parfaites. Claire pencha la tête. Je ne m'enfuis pas. Non, dit-il, presque surpris par sa propre voix. Tu ne t'enfuis pas. Et pour la première fois depuis très longtemps, le silence entre eux semblait moins vide et plus compréhensif. Le lendemain matin, la lumière du soleil, vive et dorée, se déversait à travers la fenêtre comme si elle essayait de réveiller le monde entier. Mason se frotta les yeux en clignant des paupières face à la lumière. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas fait la grasse matinée. L'appartement semblait plus chaud que d'habitude, plus calme, plus léger, comme si un poids avait été retiré. Claire était déjà partie. Il trouva une note sur la table, écrite d'une écriture soignée et élégante. « Merci pour le déjeuner, pour les histoires, pour m'avoir permis de rester. À bientôt, Claire. » Pas de numéro de téléphone, pas d'adresse, juste une promesse écrite à l'encre. Il plia soigneusement le mot et le glissa dans la poche arrière de son portefeuille, à côté des reçus qu'il n'avait pas pu payer et des cartes de visite de clients qui ne l'avaient jamais rappelé. Plus tard dans l'après-midi, au garage, l'activité était à nouveau au ralenti. Mason balaya 3 fois le même endroit, vérifia 2 fois le même tiroir à outils, juste pour s'occuper.
Laïa était dans un coin avec Charlie, en train de colorier sur des bouts de papier qu'il avait découpés dans des factures inutilisées. La clochette au-dessus de la porte du magasin tinta en milieu d'après-midi. Mason ne leva pas les yeux au début jusqu'à ce qu'il entende la voix. « Excusez-moi, je crois que ma voiture a besoin d'être réparée. » Claire se tenait dans l'embrasure de la porte, une main sur la hanche, l'autre tendant une tasse de café vers lui comme une offre de paix. Elle portait cette fois-ci un jean, un simple pull bleu marine, ses cheveux tirés en arrière de manière désordonnée comme si elle se moquait que quelqu'un le remarque, et elle avait l'air à l'aise. Il sourit. « Du café pour un diagnostic, c'est un dangereux précédent. Considérez ça comme un pot de vin. » Il prit la tasse, leurs doigts s'effleurant pendant une seconde. Mais cela suffit pour qu'il remarque que son souffle se coupa, tout comme le sien. « Soyez honnête, » dit-il en buvant une gorgée. « Y a-t-il vraiment un problème avec la voiture cette fois-ci » Claire haussa les épaules. « Peut-être que je veux juste qu'elle revienne. » Mason posa lentement la tasse. « Alors ne prétendez pas que c'est le moteur. Je ne le ferai pas, » dit-elle d'une voix plus douce. « Mais j'apprends encore à ne pas le faire. » Ils restèrent là, à se regarder, sans étiquette, sans rôle, juste deux personnes qui avaient toutes deux appris à leurs dépens ce que signifiait vraiment le silence et ce que l'on ressentait quand quelqu'un finissait par se montrer et rester. Claire traversa lentement le garage, ses talons remplacés par des bottes qui craquaient légèrement sur le sol en béton. Elle se déplaçait différemment aujourd'hui, moins comme une invitée, plus comme quelqu'un qui cherchait une raison de rester. Ses doigts effleurèrent le bord de l'établi, suivant le contour d'une clé à douille comme s'il s'agissait d'une sorte d'artefact. Mason l'observait de l'autre côté de la pièce, faisant semblant de ranger des pièces qui n'avaient pas besoin d'être rangées. Il ne lui demanda pas pourquoi elle était vraiment là. Il le savait déjà. « Alors, » dit-elle en se tournant vers lui, « vous gardez toujours cet endroit aussi impeccable. Où est-ce que je vous ai surpris pendant une bonne semaine ?» Il sourit. « Tu me fais trop d'honneur. C'est juste du nettoyage de panique. » Elle rit sincèrement et quelque chose dans sa poitrine s'adoucit. Laïa passa la tête par la porte du bureau et, en voyant Claire, s'illumina comme un lever de soleil. « Madame Jouet » s'écria-t-elle en courant vers Claire et en s'accrochant à ses jambes. Claire s'agenouilla et la serra fort dans ses bras, enfouissant son visage dans les boucles de Laïa. « Salut, toi » murmura-t-elle. « Charlie, toujours aussi gentleman » Laïa acquiesça avec enthousiasme. « Il dort avec un œil ouvert maintenant. Il dit qu'il veille sur mes rêves. » Le sourire de Claire vacilla pendant une seconde, et elle cligna des yeux pour refouler la soudaine douleur qui lui piquait les yeux. Elle attira Laïa sur ses genoux et s'assit sur le sol du garage comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Mason s'adossa contre l'établi, les bras croisés, et les observa. Claire, cette femme qui était sortie d'une voiture de luxe et avait pénétré sans hésitation dans l'univers de sa fille, semblait parfaitement à l'aise au milieu de la graisse, des carreaux fissurés et des rêves rafistolés avec du ruban adhésif. « Pourquoi un magasin de jouets ?» demanda-t-il, rompant enfin le silence. Claire leva les yeux vers lui, écartant les cheveux de Laïa de son visage. « Parce que j'en avais assez de construire des choses auxquelles je ne croyais pas, des chiffres, des rapports, des poignées de main vides de sens. Je voulais construire quelque chose qui fasse à nouveau ressentir quelque chose aux gens. Et tu y es parvenu ?» Son regard se posa sur Laïa, puis sur lui. « Je pense que je commence à y arriver. » Il n'y avait ni séduction ni comédie dans sa voix, seulement la vérité. Et Mason comprit alors quelque chose de dangereux. Il n'était plus seulement reconnaissant, il commençait à avoir besoin d'elle. Le lendemain matin, le ciel était si lumineux qu'il en était douloureux à regarder. Propre et sans nuages, comme si le monde avait été nettoyé pendant la nuit. Mason était assis sur le bord du toit du garage, les jambes pendantes, un café dans une main, le silence dans l'autre. En bas, la rue s'animait lentement. Rien de rapide ne se passait jamais dans cette partie de la ville, sauf peut-être la façon dont il avait commencé à penser à Claire. Il détestait à quel point cela lui semblait naturel. Elle n'était dans leur vie que depuis quelques jours, mais quelque chose en elle s'était déjà immiscé dans sa routine. Son rire résonnait encore sur les murs du garage longtemps après son départ. Son parfum flottait encore faiblement dans l'air, comme un parfum accroché à la mémoire. Il n'en avait parlé à personne. À qui aurait-il pu en parler ? Laïa ne comprenait pas des choses comme la prudence ou la peur de perdre le peu qu'il lui restait, mais lui, oui. Il but une gorgée de café amer et ferma les yeux. Ce sentiment n'était pas seulement de l'attirance, c'était du danger. Le genre de danger qui s'insinue sous le couvert de la gentillesse. Le genre qui vous fait croire que cette fois-ci, ce sera peut-être différent.
Peut-être qu'elle n'était pas comme les autres qui avaient promis de rester. Le crissement du gravier interrompit ses pensées. Il se pencha légèrement en avant et aperçut Claire qui sortait à nouveau de sa voiture. Elle portait 2 tasses de café cette fois-ci et était vêtue d'un col roulé noir et d'un jean, comme si elle s'efforçait de ne pas ressembler à quelqu'un habitué au sol en marbre des parkings avec voiturier. Elle ne leva pas les yeux avant d'arriver à la porte, pour constater qu'elle était fermée à clé. Mason descendit et la rejoignit à l'entrée, les clés à la main. 2 fois en une semaine, dit-il, un demi-sourire se dessinant au coin de ses lèvres. Les gens vont commencer à parler. Laisse-les, dit-elle en lui tendant l'une des tasses de café. Je peux le supporter. Il déverrouilla la porte, leurs doigts s'effleurant à nouveau. Trop familier, trop tôt, mais il ne s'écarta pas. Elle non plus. Je me demandais, dit-elle prudemment, les yeux rivés sur son visage. Est-ce que Laïa et toi voudriez venir à quelque chose avec moi? Il hésita. Quel genre de quelque chose? Claire prit une inspiration. Une cérémonie de réouverture pour le magasin de jouets. Juste une petite réunion. Mason l'observa. C'est à toi, n'est-ce pas? Elle soutint son regard. Et cette fois, elle ne mentit pas. Oui. Mason resta debout au milieu du garage longtemps après le départ de Claire, ses paroles résonnant dans sa tête comme un boulon desserré qui cliquette dans un moteur. Oui, elle en était propriétaire. Le magasin de jouets, tout l'endroit. Bien sûr, il aurait dû le savoir. À sa façon d'être, à la façon dont elle avait changé le prix de cet ours sans ciller, la façon dont elle n'avait pas bronché en entrant dans un endroit comme celui-ci, un endroit qui sentait l'huile et la lutte. Elle ne jouait pas un rôle. Elle vivait simplement dans 2 mondes différents. L'un où elle était une femme aisée, et l'autre où elle le regardait comme s'il n'était pas invisible. Et il ne savait pas lequel des 2 l'effrayait le plus. Il avait passé des années à se convaincre que les gens comme Claire n'existaient pas. Du moins, pas pour des hommes comme lui. Pas pour ceux qui sentaient la graisse et rentraient à la maison avec des vêtements qu'ils n'avaient pas les moyens de remplacer. Pas pour ceux qui n'avaient rien d'autre à offrir que leur loyauté, leur temps et un amour qui ne s'accompagnait ni de diamants ni d'escapades. Et pourtant, elle lui avait demandé de venir. Laïa avait poussé un cri de joie quand il lui avait annoncé la nouvelle, sautant sur place en chaussettes, serrant Charlie contre sa poitrine, décidant déjà quelle robe elle allait porter. « Je peux lui apporter un dessin pour la remercier ?» demanda-t-elle. Un dessin avec des paillettes. Mason acquiesça, esquissant un sourire. Elle adorerait ça. Mais lorsque Laïa quitta la pièce pour aller chercher ses crayons de couleur, il s'assit sur le canapé et fixa le sol. Et s'il se présentait et n'était pas à sa place? Et si tout cela n'était qu'une sorte de charité? Une femme essayant de jouer les sauveuses auprès d'un homme sans le sou, avec une fille aux yeux brillants qui n'avait aucune idée de ce que le monde pouvait lui enlever. Il se frotta les mains, fixant ses callosités. Claire ne l'avait pas regardé avec pitié. Pas une seule fois, mais il ne pouvait toujours pas chasser la voix dans sa tête qui lui murmurait qu'à partir du moment où il entrerait dans son monde, il le sentirait. Cette humiliation lente et silencieuse de savoir qu'il n'était pas à sa place, mais de rester quand même, parce qu'une partie de lui, malgré tous ses efforts pour lutter contre cela, voulait croire qu'elle ne l'invitait pas seulement dans un immeuble. Elle l'invitait à quelque chose qu'il avait cessé de croire mériter. La veille de l'événement, Mason resta éveillé sur le canapé, fixant le plafond comme s'il pouvait lui offrir une réponse à laquelle il n'avait pas encore pensé. L'appartement était calme, trop calme. Laïa dormait dans sa chambre, son dessin pour Claire bien à l'abri sous son oreiller, les paillettes à peine sèches. Elle lui avait demandé 3 fois si sa robe était assez chic, et à chaque fois, il avait répondu oui, même s'il n'était pas sûr d'avoir jamais porté quoi que ce soit qui puisse être considéré comme chic. Il se tourna sur le côté, remonta la fine couverture jusqu'à ses épaules et ferma les yeux. Mais le sommeil ne vint pas, son esprit l'en empêchait. Il ne cessait de repenser à Claire, à son rire, à la façon dont elle regardait Laïa comme si elle faisait déjà partie de quelque chose, et à la façon dont elle le regardait comme s'il n'était pas simplement un homme fatigué s'accrochant à sa fierté. La vérité, c'est qu'il n'avait pas mis les pieds dans une pièce remplie de gens raffinés depuis des années. Pas depuis les funérailles de sa femme, et même là, c'était différent. C'était le deuil, là c'était autre chose. C'était lui qui entrait dans un espace qu'il n'avait pas construit, aux côtés d'une femme qui n'était pas obligée de l'inviter, mais qui l'avait fait quand même. Il ne savait pas ce que cela signifiait, ni ce qu'elle attendait de lui. Peut-être rien, peut-être quelque chose pour lequel il n'était pas prêt. Mais quand le matin arriva et qu'il vit Laïa debout dans sa robe, les cheveux brossés, les chaussures cirées, ses petits doigts agrippés à Charlie comme s'il était un talisman, il sut qu'il ne pouvait plus faire marche arrière.
Pas maintenant. Le magasin de jouets avait changé d'aspect quand ils arrivèrent. Les vitrines avaient été nettoyées, les lumières à l'intérieur étaient plus tamisées et une musique douce était diffusée par des haut-parleurs installés au-dessus de la porte. Des ballons étaient attachés à la balustrade et des gens, bien habillés, se mêlaient près de l'entrée, sirotant des boissons dans des verres en verre et non en papier. Mason sortit de la voiture et ajusta son col, soudainement conscient de chaque pli de sa chemise, de chaque éraflure sur ses chaussures. Laïa ne remarqua rien. Elle lui prit simplement la main, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Tu es nerveux, papa ?» Il la regarda et lui sourit timidement. « Peut-être un peu. Ne le sois pas, » murmura-t-elle en lui serrant les doigts. « Nous sommes censés être ici. » Il ne savait pas comment elle le savait, mais à ce moment-là, il voulait y croire. Dès que Mason entra dans le magasin, l'atmosphère changea. Il ne faisait pas seulement plus chaud, l'air était différent, plus pur, plus vif. Les murs avaient été repeints dans des tons crème et dorés. Les étagères avaient été réorganisées avec soin. Chaque jouet était disposé comme une pièce maîtresse. Ce n'était plus un magasin de jouets, c'était une galerie d'innocence, soigneusement aménagée et lumineuse. Les gens s'affairaient dans des manteaux sur mesure et des chaussures silencieuses. Leur conversation était un murmure de voix raffinées et de rires étudiés. Mason en ressentit immédiatement le poids, la façon dont leurs yeux se posaient sur lui puis se détournaient. Pas avec cruauté, juste avec curiosité, comme s'il était un détail qu'ils ne parvenaient pas à situer, comme s'ils attendaient que quelqu'un leur explique ce qu'il faisait là. Il garda le menton levé, le dos droit, tenant fermement la main de Laïa tandis qu'il passait devant les étagères. Elle ne remarqua pas les regards. Ses yeux passaient d'un présentoir à l'autre, les joues rougies, complètement inconsciente du fait que son père essayait de ne pas se noyer dans le sentiment d'être à sa place. Puis Claire apparut. Elle sortit de derrière un groupe d'invités comme si la salle l'attendait. Sa robe était simple mais magnifique, d'un vert profond, cintré à la taille, avec des manches qui tombaient juste au-dessous de ses coudes. Ses cheveux étaient lâchés, bouclés en douces ondulations, et ses yeux se posèrent directement sur lui. Elle n'hésita pas. Elle marcha vers eux, passa devant les donateurs et les cadres, devant les employés avec leurs badges et leurs bloc-notes, et sourit. « Tu es venu ?» Mason acquiesça d'un signe de tête. « J'ai dit à Laïa que nous viendrions. » Claire s'accroupit à côté de la petite fille. « Et tu as amené Charlie ?» Laïa rayonnait, tenant l'ours et le dessin dans son autre main. « Je t'ai fait quelque chose. » Et que distus. Claire le prit à deux mains comme s'il était fragile. Elle ne le regarda pas poliment. Elle l'étudia. Chaque ligne recouverte de paillettes, chaque cœur griffonné. « J'adore », dit-elle d'une voix chaleureuse et pleine. Mason l'observait, toujours sur ses gardes, toujours incertain. Claire se leva et se tourna à nouveau vers lui. « Je veux te présenter quelqu'un. » Il se raidit. « Claire, je ne veux pas. » Mais elle l'interrompit avec un sourire tranquille. « Ce n'est pas un étranger. C'est l'homme qui m'a appris ce qu'est la gentillesse. » Et tout à coup, la pièce ne semblait plus aussi bruyante. Mason suivit Claire à travers le magasin faiblement éclairé. Laïa sautillait devant, Charlie accroché à ses bras. La foule s'écartait sur leur passage, subtilement, mais de manière perceptible. Les gens se retournaient, jetaient des regards, chuchotaient. Mason pouvait le sentir sous sa peau comme de l'électricité statique. Il n'était pas à sa place ici, et la salle semblait le savoir. Sa chemise était repassée, mais le col était devenu mou, à force d'être lavé. Ses bottes étaient propres, mais usées. Il n'était pas habillé pour ce genre d'endroit, ni pour ce genre de femme. Claire ne broncha pas. Elle marchait à ses côtés comme s'il appartenait à cet endroit plus que quiconque. Elle le présenta à un homme en costume sombre, le directeur des opérations de son entreprise, puis à une femme en perles, responsable des partenariats communautaires. À chaque fois, elle prononçait clairement son nom. À chaque fois, elle ne s'excusait pas, ne donnait aucune explication. « Voici Mason », disait-elle. « C'est quelqu'un que je respecte profondément. » Et ce mot « respect », il résonnait plus fort dans ses oreilles que la musique qui jouait au-dessus de leur tête. Ils s'arrêtèrent près d'une table recouverte d'une nappe blanche et de plateaux en verre. Claire se retourna pour se servir un verre et Mason prit un moment pour respirer. C'est alors qu'une voix douce et calme retentit derrière lui. Alors, c'est lui. Mason se retourna lentement. Un homme se tenait juste derrière lui. Des cheveux argentés, un blazer parfaitement coupé, le genre de confiance qui vient du fait de posséder plus que de simples pièces. Ses yeux n'étaient pas froids, mais ils n'étaient pas chaleureux non plus. Ils évaluaient. Claire revint avant que Mason n'ait pu répondre, son sourire poli, mais différent, plus travaillé. « Mason,
Voici Robert Lang, le président du conseil d'administration. » Robert tendit la main. Enchanté. Mason serra sa main fermement, d'un geste assuré. Moi aussi. Il y eut un silence, pas gênant, mais intentionnel. Le regard de Robert se posa sur Claire. « Tu n'as pas dit grand-chose à son sujet. » Claire ne sia pas. C'est parce que c'est personnel. C'est tout ce qu'elle dit. C'était tout ce qu'elle avait besoin de dire. Robert acquiesça brièvement et s'éloigna sans un mot. Mason expira, la mâchoire serrée. « Tu es sûr de vouloir de moi ici ?» Claire se tourna vers lui, la voix basse mais ferme. « J'en suis sûr. Et si quelqu'un ici a un problème avec ça, ce n'est pas à lui que je dois rendre des comptes. » Pour la première fois de la soirée, il se permit de la croire. La soirée se prolongeait et le magasin de jouets bourdonnait de conversations feutrées et de tintements de verre. Laïa était assise en tailleur près d'un coin lecture à l'arrière, montrant Charlie à 2 enfants qu'elle venait de rencontrer. Son rire s'élevait au-dessus des voix des adultes comme une musique. Mason l'observait de loin, une main dans la poche, l'autre autour d'un verre d'eau qu'il n'avait pas touché. Claire se tenait à côté de lui, suffisamment près pour qu'il puisse sentir la chaleur de son épaule, mais aucun d'eux ne parla pendant un moment. La pièce autour d'eux était tout ce qu'ils n'étaient pas, délicate, raffinée, pleine de gens avec de l'argent dans leurs poches et rien dans leurs yeux qu'ils puissent reconnaître. « Tu avais raison, dit-il finalement, les yeux fixés sur sa fille. Elle avait besoin d'être ici. Nous avions raison de venir. » Claire le regarda, les sourcils légèrement relevés. Mais il hésita, faisant rouler la condensation du verre entre ses doigts. « Je ne pense pas m'être jamais senti aussi visible de ma vie, ni aussi déplacée. »« Déplacée ?» répéta-t-elle, une pointe d'agressivité dans la voix. Il acquiesça, comme si j'étais entré dans une histoire qui n'avait pas été écrite pour moi. Claire se tourna vers lui, les bras croisés sur la poitrine. « Tu penses que je t'ai invité ici pour t'exhiber ?»« Non, » répondit-il doucement. « Je pense que tu m'as invité parce que tu ne vois pas les choses ainsi. Mais regarde autour de toi, Claire. Tout le monde le voit ainsi. Elle ne le nia pas. Elle ne l'adoucit pas non plus. Je sais, admit-elle, mais ce n'est pas de ta faute, c'est la leur. » Il croisa son regard, et pour la première fois, il ne vit pas la femme calme et sûre d'elle qu'il avait rencontrée dans la boutique. Il vit quelqu'un qui se battait aussi fort que lui. Seulement, ses combats avaient des murs de verre au lieu d'acier rouillé. « Pourquoi est-ce si important pour toi ?» demanda-t-il, sans accusation, juste fatigué. « Pourquoi moi? Pourquoi Laïa ?» L'expression de Claire changea, laissant apparaître une pointe de vulnérabilité derrière son assurance. « Parce que la dernière fois que quelqu'un m'a aidé sans arrière-pensée, sans contrepartie, j'avais 6 ans, et je ne l'ai jamais oublié. Il m'a rappelé ce que cela faisait. Il ne dit rien. Il n'avait pas besoin de parler. Mais quelque chose s'était brisé entre eux, et aucun des deux n'essaya de le réparer. Le soleil était couché depuis longtemps lorsqu'ils quittèrent le magasin. La nuit s'était transformée en quelque chose de plus doux, moins axé sur le champagne et les donateurs, et davantage sur les vérités tranquilles échangées entre 2 regards. Laïa dormait sur la banquette arrière, la joue appuyée contre Charlie, une chaussure à moitié sortie de sa chaussure. Le trajet en voiture l'avait bercée dans un sommeil que Mason n'avait pas vu depuis longtemps. Et pour une fois, il ne voulait pas la déranger. Il se gara devant l'appartement et coupa le moteur, le silence soudain les enveloppant comme une couverture trop lourde pour être secouée. Claire était assise à côté de lui sur le siège passager, son manteau drapé sur ses genoux, le badge qu'elle avait porté reposant maintenant sur le sol. Aucun d'eux ne bougea pour sortir. « Elle était fière », dit Claire, rompant le silence. « Tu aurais dû la voir quand elle a montré ce dessin au gérant du magasin. Elle a dit que c'était en remerciement pour toute sa gentillesse. » Mason sourit faiblement. « Ça lui ressemble bien. » Claire baissa les yeux vers ses mains, la voix basse. « Tu sais, j'ai grandi entouré de gens qui pensaient que la gentillesse était une faiblesse, qu'aider quelqu'un signifiait qu'il te devait quelque chose, ou qu'il ne fallait donner que si on obtenait quelque chose en retour. Ça me dit quelque chose, murmura Mason. Elle tourna la tête vers lui. Mais ensuite, j'ai rencontré cet homme dans un garage qui n'avait rien, qui a donné le dernier euro qu'il avait dans sa poche pour que sa fille ne se sente pas oubliée et qui ne voulait même pas être remercié pour cela. Il ne la regardait pas, il ne pouvait pas encore. Claire se pencha en arrière contre le siège, expirant par le nez. Je ne sais pas encore ce que c'est, ce qui se passe entre nous, mais je sais que je ne veux pas que ce soit un secret. Mason serra les mâchoires. Claire, je n'ai pas honte de toi. Je suis juste réaliste. Tu vis dans un monde où les gens ne me voient pas. Ils me regardent sans me voir. Alors laisse-les faire, dit-elle d'un ton plus vif. Mais moi, je te vois. Elle tendit la main par-dessus la console, effleurant la sienne. Juste assez pour demander, pas assez pour pousser. Et pour la première fois, il ne se retira pas.
Le lendemain matin, le ciel était grisacier, encore lourd, le genre de ciel qui promettait quelque chose, sans dire quoi. Maison se tenait dans la cuisine, regardant le café couler dans la cafetière, le léger gargouillis étant le seul bruit dans l'appartement. Laïa dormait encore, recroquevillée sous une couverture, son ours blotti contre sa poitrine comme s'il la protégeait du poids du monde. Mason ne savait pas comment nommer le sentiment qui l'habitait. Ce n'était pas de la peur, pas tout à fait. C'était plus profond que cela, plus personnel. Une douleur sourde dans cette partie de lui qui croyait encore que les bonnes choses n'étaient pas faites pour durer. Que dès que vous baissiez votre garde, la vie trouvait le moyen de vous rappeler qui vous étiez vraiment. Il versa le café, en prit une gorgée et grimaça. Encore brûlé. Son téléphone vibra sur le comptoir. Un message provenant d'un numéro inconnu. Vous devriez peut-être allumer la télévision. Chaîne 7. Il fronça les sourcils, attrapa la télécommande et alluma la vieille télévision posée en équilibre précaire sur la bibliothèque. L'image scintilla avant de s'afficher clairement sur le plateau du journal télévisé du matin. Une photo occupait tout l'écran. Claire se tenait devant le magasin de jouets, vêtue de vert, souriant à côté d'une jeune fille tenant un ours en peluche. Laïa. La légende en dessous disait tout. Le mystérieux compagnon de Claire Ashford fait sourciller lors de la réouverture du magasin. Son nom n'était pas mentionné, mais son visage était là, juste derrière celui de Claire. La caméra l'avait surpris en plein sourire, inconscient, vulnérable, trop réel, trop exposé. Il augmenta le volume. Le présentateur spéculait déjà. Selon certaines sources, l'apparition d'Ashford avec cet homme inconnu était inattendue, ce qui a suscité des questions sur la nature de leur relation. Alors qu'Ashford a toujours protégé sa vie privée, c'est la première fois qu'elle apparaît en public avec qu'il l'a éteint. Le silence qui a suivi semblait plus assourdissant que l'émission. Il s'est affalé sur la chaise à côté de la table de la cuisine et a fixé le sol. Elle ne l'avait pas prévenu, ni au sujet des caméras, ni au sujet des retombées, ni au sujet des gens qui transformeraient de quelque chose de beau en quelque chose de disséqué. Pendant un instant, la confiance entre eux s'est fissurée et dans le silence qui a suivi, Mason s'est demandé s'il était sur le point de perdre quelque chose qu'il n'avait jamais eu le droit d'espérer. Lorsque Claire frappa à sa porte, la journée avait déjà tourné au vinaigre. Le ciel s'était ouvert, laissant tomber une pluie froide et incessante, le genre de pluie qui vous trempe en quelques secondes et donne l'impression que le monde entier est en train de s'écrouler. Mason ne répondit pas tout de suite. Il resta debout dans le salon, fixant la porte comme si elle l'avait trahi en la laissant frapper. Elle frappa à nouveau, plus doucement cette fois. Puis sa voix étouffée résonna à travers le bois. « Mason, s'il te plaît. » Il ouvrit la porte. Claire se tenait là, les cheveux humides, le maquillage à peine intact, son manteau collé à elle comme s'il ne lui appartenait pas. Elle semblait plus petite dans la tempête, pas fragile, juste humaine. « J'ai vu, » dit-il, avant qu'elle n'ait pu parler. Les informations, les gros titres, les suppositions, les commentaires. « Je sais, tu n'as pas pensé à me prévenir. Je ne savais pas qu'ils allaient le publier aussi vite, » dit-elle doucement. « Ce n'était pas censé être une histoire. C'était une soirée. C'est tout. »« Oui. » »« Eh bien, marmonna-t-il en s'écartant pour la laisser entrer. Quand on est milliardaire et qu'on se promène dans une soirée avec un mécanicien, apparemment, ça fait la une des journaux. » Claire entra lentement, les yeux rivés au sol, comme si elle ne savait pas par où commencer. « Je suis désolé. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, » dit Mason d'une voix basse mais ferme. « Il ne s'agit pas des caméras ou des gens qui chuchotent. Il s'agit d'être entraîné dans un monde qui ne sait pas ce que signifie laisser quelqu'un comme moi derrière soi. Je ne te laisse pas derrière moi. Non. » Il fit un geste vers la télévision, toujours en mode silencieux, son visage figé à l'écran, parce que j'ai vraiment l'impression d'être utilisé comme un élément de l'intrigue. Le mystérieux ouvrier aux yeux doux et à la vie difficile. « Tu crois que je n'ai jamais vu ce film ?» Claire s'approcha. « Tu crois que j'avais prévu tout ça? Que je t'ai amené au magasin pour t'exhiber? Je t'ai amené parce que je voulais que tu sois là. Je me fichais de qui nous voyait. C'est ça la différence, » dit-il en la regardant droit dans les yeux. « Maintenant, tu te fiches de qui nous voit. Mais j'ai une petite fille à protéger, et je ne vais pas la laisser devenir le sujet d'un gros titre. » Claire déglutit péniblement. « Je ne laisserai jamais cela arriver. » Mason ne répondit pas. Il se détourna simplement, laissant planer entre eux un silence pesant, chargé de tout ce qu'il avait peur de dire et de tout ce qu'elle ne pouvait pas retirer. Claire resta figée au milieu de son salon, les mains tremblantes le long du corps. La pluie frappait plus fort contre les fenêtres, comme si même la tempête dehors perdait patience. Mason fit un pas, puis s'arrêta, lui tournant le dos, la mâchoire serrée. L'atmosphère entre eux était tendue, fragile.
comme si un seul mot mal placé pouvait tout faire voler en éclats. « Je ne voulais pas que ça dégénère », dit-elle finalement. « Je ne pensais pas qu'ils en feraient toute une histoire. »« Tu ne pensais pas ?» répéta Mason, sans accusation, juste fatigué. « C'est ça le problème, Claire. Tu n'avais pas besoin de penser. » Elle s'avança lentement. « Alors aide-moi à comprendre. Dis-moi ce que j'aurais dû faire. Tu aurais dû me dire qui tu étais vraiment la première fois que tu es entré dans ma boutique, » dit-il d'une voix calme, mais pleine de poids. « Tu aurais dû me le dire avant de laisser ma fille te dessiner et s'endormir avec cet ours dans les bras, pensant que nous avions enfin trouvé quelqu'un qui n'allait pas disparaître. Je ne me cachais pas, » dit-elle, la douleur transparaissant dans sa voix. « J'essayais d'être quelqu'un de réel pour une fois. » Mason se retourna. « Tu étais réel, mais ça ?» Il fit un geste vers la télévision qui diffusait encore les gros titres figés. « C'est ton monde qui envahit le mien, et je n'ai pas le luxe de prétendre que ce n'est pas compliqué. » Claire le regarda, les yeux remplis non seulement de culpabilité, mais aussi de peur. « Et alors? C'est tout ? Tu as fermé la porte parce que des caméras nous ont trouvés avant même que nous ayons compris ce que c'était ?» Il ne répondit pas tout de suite. Ses mains tombèrent le long de son corps, crispées. « J'ai fermé la porte, » dit-il prudemment. « Parce que j'ai vécu dans un monde où les gens partent quand cela devient gênant. Où Laïa se réveille en demandant où sont passés les gens. Et je ne peux pas la laisser ressentir cela à nouveau. » La voix de Claire se brisa. « Je n'ai jamais eu l'intention de partir. »« Non, » dit-il, la gorge sèche. « Mais le problème avec les gens comme toi, c'est que tu n'as pas besoin de partir. Le monde le fait pour toi. » Elle cligna lentement des yeux, comme si ces mots lui avaient coupé le souffle. Puis, sans un mot, elle se retourna et se dirigea vers la porte. Mason ne l'arrêta pas. Et lorsque la porte se referma, cela ressemblait exactement au passé qui rattrapait le présent. Le lendemain matin fut morne et gris, sans le moindre rayon de soleil perçant les nuages. Mason était assis seul dans le garage, la porte avant à moitié ouverte, laissant entrer l'air froid et le bruit des pneus qui sifflaient sur l'asphalte mouillé. Il n'avait pas ouvert le magasin correctement. Il n'avait même pas retourné l'enseigne. Cela n'avait pas d'importance. Personne ne viendrait. Il fixait le béton fissuré sous ses bottes, la mâchoire serrée, les jointures écrasées autour d'une clé dont il n'avait pas besoin. La nuit précédente se rejouait en boucle. Claire debout devant sa porte, trempée par la pluie, les yeux écarquillés et blessés, la voix brisée, puis disparue. Juste comme ça, une décision, une ligne franchie, un silence qui aurait dû être comblé. Il se disait qu'il faisait ce qu'il fallait, qu'il protégeait Laïa, qu'il l'empêchait d'être prise dans l'orbite de quelqu'un d'autre pour être à nouveau rejetée dès que l'histoire changerait. Il savait à quoi cela ressemblait. Il savait ce que l'on ressentait lorsqu'on était la leçon passagère de quelqu'un. Mais cette fois-ci, il ne se sentait pas en sécurité. Il avait l'impression d'avoir perdu quelque chose. Il entendit le bruit de pas légers derrière lui et se retourna pour trouver Laïa enveloppée dans son grand sweat à capuche, son ours en peluche pendu à une main, le sommeil encore accroché à ses yeux. Elle s'approcha et s'assit à côté de lui sans dire un mot. Ils restèrent longtemps assis là, puis elle demanda « Mademoiselle Claire est-elle en colère contre nous ?» Mason déglutit. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. « Non, ma chérie, elle n'est pas en colère. Les choses se sont juste un peu compliquées. » Laïa hocha la tête comme si elle comprenait plus qu'elle ne le devrait. Parfois, quand les choses se compliquent, c'est qu'elles sont importantes. Il la regarda avec surprise. « C'est ce que maman disait, » ajouta-t-elle doucement. Quand on a renversé la peinture sur le sol, elle n'a pas crié. Elle a juste souri et dit « Le désordre signifie que nous avons essayé. » Mason fixa à nouveau le sol, la clé lui glissant des mains. Laïa appuya sa tête contre son bras, la voix douce. « J'aimais bien quand mademoiselle Claire était là. Tu souriais plus. » Il ferma les yeux, serrant les mâchoires. « Moi aussi, » murmura-t-il. C'est alors qu'il comprit qu'il n'avait pas fermé la porte pour protéger Laïa. Il l'avait fermée parce qu'il avait peur. Et maintenant, le silence était trop assourdissant pour être ignoré. Claire se tenait devant le miroir de son bureau, fixant un reflet qui ne lui ressemblait plus. Le maquillage était impeccable, le blazer élégant, les talons immaculés, mais tout cela ressemblait désormais à un costume. Un masque recouvrant quelqu'un qui, quelques jours auparavant, s'était agenouillé sur un sol en béton avec une petite fille et un ours en peluche, convaincu d'avoir enfin trouvé quelque chose de réel. L'actualité avait tourné. L'histoire s'était estompée, remplacée par les cours de la bourse et les nouveaux titres sur les acquisitions et les transactions technologiques. Mais la photo, cette photo, vivait toujours dans les recoins d'Internet, archivée et disséquée.
Les gens avaient qualifié Mason de toutes sortes de noms, de héros, ouvriers, à cas social. Et elle les détestait tous. Aucun de ces mots ne lui appartenait. Il ne lui avait jamais appartenu. Son téléphone vibra sur le bureau derrière elle, mais elle ne se retourna pas. Elle savait de quoi il s'agissait. Un autre membre du conseil d'administration, un autre investisseur, une autre personne lui demandant si elle avait clarifié les choses. Elle n'avait répondu à aucun d'entre eux, car la seule voix qu'elle voulait entendre ne l'avait pas appelée. On frappa à la porte. « Entrez », dit-elle dans un murmure à peine audible. Son assistante entra, une enveloppe à la main. Elle avait été livrée par coursier, en main propre. Il n'y avait pas d'adresse de retour. Claire la prit lentement. Le papier était doux, légèrement abîmé sur les bords, familier. Elle l'ouvrit et déplia la seule feuille qu'il contenait. C'était un dessin d'enfant, des cœurs au crayon, un ours. Un bonhomme souriant, avec une couronne sur laquelle était écrit « Miss Claire ». Dans le coin, écrit soigneusement en lettres roses « Messy means we tried ». Le désordre signifie que nous avons essayé. Claire retint son souffle. Il n'y avait ni note, ni nom, mais elle savait qu'il avait envoyé. Elle pressa le papier contre sa poitrine et ferma les yeux. Quelque chose se brisa en elle. Un barrage qui avait tenu trop longtemps, trop fermement. Les larmes coulèrent silencieusement et chaudement, non pas par regret, mais par reconnaissance. Le genre qui dit « Tu n'as pas encore tout perdu ». Elle ouvrit les yeux et s'essuya les joues, puis elle se leva. Elle n'allait plus se cacher derrière ses emplois du temps. Elle n'allait plus laisser les autres définir son histoire. Si Mason avait trop peur d'avancer, elle irait à sa rencontre. Elle en avait assez de regarder derrière une vitre. Il était temps de se montrer pour de vrai. Le garage était presque vide lorsque Claire arriva. Pas de musique, pas de bavardage, juste l'écho métallique d'une clé qui tombait sur le sol lorsque Mason leva les yeux et la vit debout devant lui. Elle sortit lentement de sa voiture, ses talons craquant sur le gravier et les feuilles mouillées. Pas de maquillage cette fois-ci, pas de tenue soigneusement choisie, juste un jean, des bottes et un pull noir qui pendait librement sur ses épaules, comme s'il ne savait pas comment supporter le poids qu'elle portait. Mason se redressa, mais ne fit pas un pas vers elle. Il resta à moitié dans l'ombre, les avant-bras maculés de graisse, la mâchoire serrée, comme s'il se préparait à un choc. Claire s'arrêta à quelques mètres, assez près pour parler, assez loin pour lui laisser de l'espace s'il en avait besoin. « J'ai reçu ta lettre », dit-elle. Il cligna des yeux. « Je n'ai pas envoyé de lettre. » Elle sortit le dessin de la poche de son manteau, le déplia avec soin et le brandit comme une preuve. Cela ressemblait à un message. Ses lèvres tremblèrent. Ce n'était pas tout à fait un sourire. C'était l'idée de Laïa. Claire acquiesça. Une fille intelligente. Elle tient ça de sa mère. Un autre silence s'installa entre eux. Pas hostile, pas froid, juste fragile. Claire prit une lente inspiration. « Je ne suis pas venue ici pour m'excuser à nouveau. J'en ai assez fait. Je suis venue parce que tu avais raison sur tout, sur la facilité avec laquelle je m'enfuis quand les choses se compliquent. » Il baissa les yeux, les doigts serrés autour d'un chiffon. « Tu n'avais pas besoin de venir. »« Je sais, » dit-elle, « mais je voulais venir, et je ne te demande rien. J'avais juste besoin que tu le saches. J'étais sincère à chaque instant, dans chaque mot. Ce n'était pas du cinéma, ce n'était pas de la charité. Je ne t'ai pas invité dans mon monde parce que je voulais réparer le tien. Je l'ai fait parce que quand j'étais avec toi, j'aimais enfin le mien. » Cela le surprit. Il leva les yeux, le regard plein d'une émotion brute et interrogative. Claire fit un pas vers lui. « Si tu ne veux pas rouvrir la porte, je partirai. Mais je ne ferai pas comme si cela n'avait rien signifié. » Mason la fixa suffisamment longtemps pour que son souffle se coupe. Puis, finalement, il fit un pas en avant. Et cette fois, il ne s'arrêta pas à mi-chemin. Ils ne s'embrassèrent pas. Pas encore. Cela aurait été trop facile, trop scénarisé, comme une scène empruntée à un film qui ne leur appartenait pas. Au lieu de cela, Mason resta simplement debout devant elle, assez près pour sentir son souffle, assez près pour voir l'eau qui s'accrochait encore à ses mèches de cheveux. Et pendant un long moment, aucun d'eux ne dit rien. Ils n'en avaient pas besoin. J'avais peur, admit-il finalement. Les mots sortirent doucement et difficilement, comme s'ils étaient restés trop longtemps enfouis en lui. Pas seulement à cause des caméras, pas seulement à cause de ton monde. J'avais peur parce que quand quelque chose recommence à sembler réel, cela signifie qu'on peut nous le prendre. Claire ne broncha pas. « Tu penses que je vais partir ?» Il la regarda et, pour une fois, ne détourna pas les yeux. « Je pense avoir perdu suffisamment pour savoir ce qui arrive quand on s'y attend le moins. » Elle acquiesça lentement,
s'avançant pour combler les derniers centimètres qui les séparaient. « Alors n'attendons pas. Arrêtons de vivre comme si c'était déjà fini. » Il expira, un soupir qui ressemblait plus à une capitulation qu'à un soulagement. Elle leva doucement la main et effleura sa joue du bout des doigts. C'était un geste insignifiant, mais il semblait signifier tout, comme une promesse qu'elle n'avait pas besoin de formuler à voix haute. Derrière eux, les lumières du garage s'allumèrent lorsque Laïa entra en bondissant par la porte arrière, les chaussures trempées par les flaques d'eau, Charlie serré dans ses bras. Elle se figea en voyant Claire, les yeux écarquillés, incertaine. Claire se tourna vers elle et s'accroupit lentement. « Salut !» Laïa regarda son père, puis Claire. « Tu restes cette fois-ci » Claire sourit doucement et avec assurance. « Seulement si tu le veux. » Laïa ne répondit pas. Elle courut simplement vers Claire et jeta ses bras autour de son cou. L'ours se retrouva écrasé entre elles. Mason observa la scène et le dernier mur qui se dressait en lui finit par s'effondrer. Non pas sous la pression, mais sous l'effet de la paix. Ce n'était pas un sauvetage, ce n'était pas un conte de fées. C'était réel, désordonné, inachevé, terrifiant, et enfin à nouveau sien. Une semaine plus tard, le garage semblait différent. Ce n'était pas à cause des outils. Ils étaient toujours éparpillés dans le même chaos obstiné que Mason comprenait comme une seconde langue. Ce n'étaient pas les fuites dans le toit, ni le grincement du chauffage avant de rendre l'âme. Ces choses n'avaient pas changé. Ce qui avait changé, c'était l'atmosphère, le calme, le silence qui s'étirait trop longtemps entre deux moments. Désormais, des rires venaient le rompre. La voix de Laïa résonnait sur les murs. Claire fredonnait doucement tout en rangeant les boulons sans qu'on le lui demande, et l'odeur du fromage grillé brûlé s'infiltrait dans le bureau depuis la plaque chauffante. Mason se tenait au milieu de tout cela, regardant Claire s'accroupir à côté de Laïa près du rack à pneus. Elle triait des rondelles dans des bocaux comme si c'était une sorte de jeu. Laïa était sérieuse, la langue tirée pendant qu'elle travaillait, tandis que Claire murmurait des commentaires comme un commentateur sportif narrant un match de championnat. Il aurait dû s'y être habitué à présent. La façon dont Claire s'intégrait comme si elle était à sa place, mais pas lui, cela le prenait toujours au dépourvu. Comment quelqu'un qui venait d'un monde de sol en marbre et d'ascenseurs silencieux pouvait-il trouver la paix dans un endroit où le sol était fissuré et où la machine à café ne fonctionnait jamais? Claire leva soudain les yeux et surprit son regard. « Quoi ?» demanda-t-elle en souriant. Il haussa les épaules, essayant simplement de comprendre comment elle faisait pour que cela ait l'air si facile. Elle pencha la tête. « Quoi ? Trier du matériel informatique ? » « Non, » dit-il d'une voix plus douce. « Restez. » Claire se leva et marcha vers lui, lentement, délibérément. Elle s'arrêta juste assez près pour que sa voix puisse être entendue. « Ce n'est pas facile. C'est terrifiant. Mais j'ai plus peur de partir que de rester. Alors je reste. » Il ne dit rien. Il se contenta d'acquiescer, les mots touchant quelque chose au plus profond de lui qui avait été trop longtemps en manque. « Je veux te montrer quelque chose, » dit-elle en sortant un morceau de papier plié de la poche de son manteau. Il le prit, le déplia et fronça les sourcils. C'était un ensemble de plans, un petit bâtiment, une extension. « Est-ce un deuxième garage ?» demanda-t-elle. « Financé par moi, géré par toi ?» Il leva les yeux, stupéfait. Claire soutint son regard. « Cette fois, tu ne répares pas tout seul. » Le soleil commençait tout juste à se coucher lorsque le dernier boulon se mit en place. Mason recula, les mains sur les hanches, fixant la nouvelle enseigne, fraîchement installée sur la façade du bâtiment. Les lettres étaient audacieuses, mais simples, peintes à la main. Turner and Ashford Auto Works. En dessous, en lettres plus petites, on pouvait lire « Construit sur la confiance ». Il essuya la sueur de son front avec un chiffon taché de graisse et jeta un coup d'œil vers l'entrée, où Claire se tenait les bras croisés, sa silhouette encadrée par la lueur des nouveaux plafonniers. Elle avait l'air fière, mais pas comme la plupart des gens affichent leur fierté. Ce n'était pas pour les caméras. Il n'y avait pas de journalistes, pas de communiqué de presse, pas de séance photo, juste eux et l'espace qu'ils avaient construit ensemble. Laïa sortit en courant du bureau, Charlie sous le bras, laissant derrière elle une traînée d'autocollants pailletés et de traces de beurre de cacahuètes. « Papa, dit Mademoiselle Claire, on peut peindre mon nom sur le mur à l'intérieur. » Mason rit. « Seulement si tu l'écris correctement cette fois-ci. Je le ferai, dit-elle avec assurance. Claire va m'aider. » Claire sourit, les yeux rivés sur Mason. « Je lui ai promis. Tu ne peux plus faire marche arrière maintenant. » Il s'approcha lentement d'elle, s'essuyant les mains sur le chiffon. « Tu veux vraiment rester là ?» Claire ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle prit sa main,
celle-là même qui était couverte d'huile séchée et d'une demi-vie de travail, et entrelaça ses doigts avec les siens. « J'ai passé des années à construire des choses qui semblaient parfaites à l'extérieur, mais qui étaient vides à l'intérieur, dit-elle. Ça ?» Elle regarda autour d'elle le garage, le bureau, Laïa qui courait après un ours en peluche aux oreilles cornées sur le sol. « Ce n'est pas parfait. C'est fissuré, en désordre et plus bruyant que ce à quoi je suis habitué. Mais c'est réel. » Mason déglutit péniblement, la voix coincée entre le souffle et l'incrédulité. Et maintenant, Claire s'approcha, posa légèrement son front contre le sien. Maintenant, on ne regarde plus en arrière. Et pour la première fois de sa vie, Mason crut qu'un avenir pouvait être construit à partir des morceaux qu'il croyait brisés. Non pas malgré eux, mais grâce à eux.